Belaïli pour le corner, bien frappé au deuxième poteau, la reprise de Pierre Lesmelou. Vous parlez avec Lorenzi qui est là, le directeur sportif, il est là. Vous parlez avec lui. Moi, je parle pas de Fèvre. Une touche, hein, ça part où ça part. Hein. La première, j'ai blessé un spectateur, et la deuxième, elle est rentrée. C'est tout. C'est tout. Gendouzi l'application, le drapeau, Gendouzi la frappe, l'arrêt de Bizot, et le coup de passe devant Kervis Félix de Lilian Brassier. C'est bon d'aimer le Stade brestois. Brestois, brestoise, y a-t-il un coach pour sauver le Stade brestois? Bienvenue pour ce 82e épisode de Brest On Air où je suis rejoint, comme d'habitude, par un Fanch pas au sommet de sa forme, mais qui est quand même présent pour m'accompagner. Comment ça va, Fanch? Non, ça va très bien. Juste la voix encore, comme à chaque vacances. Je sais pas ce qui se passe. Il y a un petit syndrome vacances, la voix qui part. Donc, une voix enrouée pour ce podcast, mais c'est pas grave, on est présent. Peut-être une certaine allergie aux vacances. Alors, pour ce 82e épisode, on pense à Yann, évidemment, retenu par des affaires personnelles. On va parler, bien sûr, un peu de sportif, un peu d'extra sportif, ou plutôt d'extra-terrain, puisqu'on parlera un peu de l'entraîneur, évidemment, et du manque d'entraîneur actuellement. Mais on va commencer directement par ce qu'on a pensé des dernières semaines. Ça fait quelques semaines qu'on n'avait pas discuté entre nous des performances sportives du Stade brestois. On a évidemment eu la défaite contre Ajaccio, le nul à Auxerre, plein de matchs bien scandaleux. Pour diverses raisons, la défaite contre Lorient, la défaite contre Nantes et enfin une victoire contre Clermont, avec peut-être un peu de ciel bleu après tous ces nuages noirs. Ça fait un mois et demi, Fanch, que tu n'as pas donné ton avis publiquement, on va dire, à l'oral en tout cas, que sur les performances du Stade brestois. Est-ce que, j'imagine, déçu, hein, c'est vrai qu'on en rigole maintenant, mais il y avait toujours une façon différente de perdre les matchs avec le Stade brestois ces derniers temps. Et puis, cette embellie, on va dire, qu'on a vécu le week-end dernier à Clermont. Oui, évidemment, le premier match et le seul match de la saison que je loupe, c'était celui de Clermont. Donc, je propose peut-être de louper les autres matchs jusqu'à la fin de saison. Oui, ce sera pour le reste européen, si tu rates tous les matchs. C'est ça. Non, j'avais pas donné mon avis, on en a discuté entre nous, mais on n'avait pas fait de podcast. C'est vrai que le dernier podcast est peut-être avant Ajaccio. Je sais qu'en tout cas, je m'étais positionné sur la série Ajaccio-Auxerre. Ajaccio-Auxerre, j'étais dit qu'il fallait lancer la machine et prendre 6 points. On a vu ce que ça a donné, on en a pris un seul. Et effectivement, il y a eu plusieurs matchs assez scandaleux sur lesquels on aurait été, je pense, sur le coup de l'émotion, peut-être un petit peu plus véhément si on avait fait le podcast dans les heures ou les jours qui suivaient ces rencontres-là. On a vu beaucoup de choses qui étaient très désagréables. Je pense au match d'Ajaccio où on peut peut-être jouer pendant 45 heures, on ne marquera pas un but. Le match d'Auxerre avec le penalty à la fin qui est absolument il est tout à fait logique le penalty, mais il est scandaleusement concédé. Le match à Nantes, donc j'étais allé à Nantes voir le match, ça faisait toujours plaisir de faire la route pour voir ça. T'as l'habitude, incroyable. Enfin, oui, j'ai l'habitude. C'est la traditionnelle fessée à la Beaujoire. Et même l'année dernière, il y en a eu deux. Donc, Ah oui. Heureusement que l'année dernière, on pouvait se déplacer que pour une des deux, mais c'est vrai. non, voilà. Je sais pas s'il y aura un Nantes-Brest l'année prochaine. J'espère, parce que ça voudrait dire qu'à mon avis, Nantes va se maintenir, donc nous aussi, si jamais il y a un Nantes-Brest. Je sais pas si j'aurai le courage de faire le 3e déplacement. Peut-être, on verra bien. Et il y a eu cette embellie. Alors, cette embellie, comment l'analyser? Est-ce que c'est une éclaircie ou une petite accalmie dans une grande tempête, ou alors c'est le début de quelque chose? Le début de quelque chose qui se met en place depuis le licenciement de Michel Derzakarian, je ne sais pas. C'est possible, mais de toute façon, on va être très vite fixé. Je pense que on saura à la trêve si le Stade brestois peut espérer se maintenir cette saison ou pas. En tout cas, pour revenir sur ce que tu disais et le licenciement de Michel Derzakarian, je pense qu'on voit déjà des changements entre ce que proposait l'équipe avec l'ancien coach et ce que propose l'équipe désormais avec le trio de coach, hein, c'est pas banal, ça arrive assez peu souvent.
des intentions peut-être un peu plus offensives. Déjà un changement de schéma, puisqu'un 4-3-3 a été mis en place, et déjà davantage d'occasions, même si on n'a peut-être pas nécessairement autant le ballon, ou beaucoup plus le ballon qu'avec l'ancien coach, mais c'est vrai qu'on voit des choses qu'on ne voyait pas, un peu plus de créativité peut-être, un peu des joueurs qui sont peut-être moins attachés avec une laisse, quoi, un peu moins disciplinés, et un peu plus libres de leur mouvement, à l'image des dépassements de jambes de Jean-Kévin Duverne par exemple. Oui, et je trouve que c'est assez symbolique de peut-être au-delà du simple aspect tactique qui évidemment est difficile à observer sur simplement 180 minutes. Déjà rien que voir le retour des sourires un petit peu sur les différents visages, on a pu avoir toi et moi quelques petits échos aussi de l'état d'esprit, on va dire, au sein du club et au sein du vestiaire, et c'est vrai que visiblement il était temps que l'histoire se termine avec Michel Derzakarian. Alors c'est sans faire offense au coach qui a, il faudra pas l'oublier, mené le Stade Brestois à une très belle 11e place la saison dernière, avec des performances dont on se souviendra. La victoire à Marseille par exemple, c'est un petit peu des coups qui ont été réalisés, une très belle série de 6 victoires, mais voilà, l'histoire finalement a duré qu'un an. Et il était temps que ça se termine. Alors effectivement, même si je reprends le match de Nantes, qui est le premier du trio Bourgis/Grougy, jusqu'à l'égalisation du deuxième penalty, que je trouve sévère d'ailleurs, ce penalty, parce que bon, pour moi il y a pas vraiment une faute grossière. On était plutôt bien dans le match, on avait quelques occasions, on peut même marquer un deuxième but sur une tête qui est repoussée pas loin de la ligne. Et après, c'est vrai qu'une fois que Nantes revient au score, c'est l'écroulement total, quoi. On sent que le ballon, il brûle les pieds, qu'il y a un manque de confiance qui est énorme. Et dans une ambiance qui était vraiment assez exceptionnelle à la Beaujoire, ça m'a pas surpris de voir les Brestois couler. En revanche, à Clermont, dans un stade beaucoup plus feutré, beaucoup plus neutre, à l'extérieur, sans la pression du public à domicile, j'ai pas non plus été extrêmement surpris de voir les Brestois réaliser un meilleur match. Alors, j'ai pas vu l'intégralité de la rencontre, du coup, j'ai regardé des extraits quand même. Mais visiblement, déjà, les buts sont très beaux et on sent une volonté de jouer ensemble, de jouer vers l'avant, de jouer en contre, qui peut peut-être être bénéfique pour cette équipe. Ouais, beaucoup d'occasions. C'est vrai que c'était plus arrivé, je pense, depuis Marseille, qui avait eu autant d'occasions dans un match. Beaucoup de grosses occasions, pour le coup. C'était vraiment des grosses opportunités de marquer des buts, avec notamment un Franco Nora qu'on a un peu retrouvé, et surtout un Romain Del Castillo qui a brillé par ses qualités techniques et déjà, je pense que c'est un bon joueur de foot, un style on va dire nécessaire dans une équipe pour apporter cette touche technique, cette touche de créativité, cette touche de justesse aussi dont toutes les équipes ont besoin, qu'elles soient candidates au maintien ou candidates à jouer un peu plus haut, et des milieux de terrain qui se projettent, des latéraux qui sont un peu plus offensifs également, et surtout mieux, puisqu'on n'a pas eu de grossières erreurs individuelles qui ont quand même pas mal plombé le Stade Brestois ces dernières semaines. Le problème était évidemment, on va dire, plus collectif avec le ballon, tant il était très individuel sans le ballon, notamment contre Auxerre, où c'est indéfendable, on va dire, d'autant plus après le discours d'après-match du joueur en question, et contre Nantes également, où les erreurs individuelles se sont enchaînées, et si je dis pas de bêtises, les Nantais ont fait une passe sur leurs 4 buts. Donc, à Nantes, c'était dramatique. À Nantes, t'as 2 pénaltys qui sont concédés, donc tu peux parler de fautes, d'erreurs individuelles pour les erreurs, les pénaltys concédés. Et je te rejoins bien sûr, le deuxième pénalty très très sévère. D'autant plus quand t'en siffles un juste avant. Alors, évidemment, vous allez me dire, l'arbitre, il doit pas, parce qu'il a sifflé un penalty avant, qu'il peut pas en siffler un autre après. J'entends bien, mais celle-ci, elle est relativement sévère. Le Nantais, c'est juste devant moi, en plus, se laisse complètement tomber. Et quand l'arbitre siffle, je me dis qu'il siffle une simulation. Et après, il y a la VAR. Je me dis bon, il va quand même voir à la VAR qui s'est trompé. Et non. Mais c'est vrai que le match de Nantes est symptomatique de ce que tu dis sur l'aspect défensif, des joueurs qui défensivement sont poussés à la faute, ou alors même pas sans être vraiment poussés à la faute, parce que sur le but c'est Ganago qui met le second but nantais. Il y a une double erreur, il y a la passe de Fadiga qui est pas forcément super bien assurée, mais même si elle n'est pas très bien assurée, Dari doit jamais
se faire avoir comme ça. Et en ce sens, le retour de Chardonnay derrière va apporter un petit peu d'expérience, un petit peu plus de certitude. Et je pense que la défense telle qu'on l'a vu à Clermont, avec un Brassier qui joue à son poste, un Duverne à gauche qui est beaucoup plus intéressant à mon sens qu'à droite. D'ailleurs, on l'a vu tout de suite avec le penalty qu'il obtient. Et Fadiga qui n'est... Alors j'ai des doutes sur Fadiga défenseur, je sais pas ce que tu en penses, mais contre-attaquant, je dis oui. Mais défenseur, j'ai beaucoup de doutes au très haut niveau pour l'instant. Je sais pas ce que tu en penses de ce joueur. Clairement, maintenant, il va falloir le faire progresser. Hein. Je pense que quand on avait demandé aux supporters néerlandais de son ancien club dont j'ai oublié le nom, ça ne me reviendra pas, ça sert à rien que je cherche. C'est pas Héraclès, un truc du genre? C'est ça. Oui, il me semble que c'est ça. Héraclès Almelo, le profil était clairement d'un joueur assez offensif. Et c'est quand même assez satisfaisant de recruter des joueurs offensifs. On va dire que si tu mets en place ce 4-3-3 là, j'imagine que l'idée aussi c'est que si jamais lui monte, il y a un des milieux du centre du terrain qui doit compenser aussi cette montée, que ce soit Belkebla s'il joue, ou Magnetti ou Madi Camara, quoi. Mais oui, clairement, défensivement. D'autant plus que Camara a déjà joué. Il me semble que Camara a déjà joué un petit peu à ce poste-là, donc peut-être que ça. Il est aussi rentré contre Montpellier à ce poste-là. Plus ou moins succès. Mais oui, après, on va dire que c'est pas une tare d'être moyen défensivement. Maintenant, il faudra clairement progresser. Mais il faut aussi l'aider à progresser. Et voilà, justement, tu as peut-être un Yvan Bourgès qui peut amener sa pierre à l'édifice aussi en tant qu'ex-latéral droit. Tout à fait. Et justement, est-ce que, on en parlait un peu avant de démarrer, ce licenciement de Michel Zakarian, est-ce que tu trouves que le timing a été bon? Est-ce que tu l'aurais peut-être fait avant, un peu après? Est-ce que tu aurais laissé un peu plus de temps à l'entraîneur pour mettre en place des idées qui, s'il en avait, on va dire, ou bien c'était plutôt cohérent après cette défaite contre Lorient? Alors, moi j'ai appelé de mes voeux le départ de Michel Zakarian déjà depuis un petit moment. Toi, je crois encore plus avant moi. Je n'avais pas conscience, je pense, et après avoir pu échanger avec quelques acteurs du club au moment de son licenciement, je n'avais pas conscience un petit peu de l'état des lieux du vestiaire, notamment alors j'arrive pas à dire, je vais utiliser le terme qui est peut-être un petit peu trop fort, mais de la terreur qui pouvait parfois faire régner aussi au club, via également certains de ses adjoints. En tout cas, l'ambiance n'était plus vraiment très sereine, on va dire, au sein du vestiaire. Et je pense que ce départ est un bien pour tout le monde, à la fois d'abord pour le club, parce qu'il fallait du changement. Il faut que dans cette saison à 4 descentes, très rapidement, il y ait des choses qui changent. D'ailleurs, Brest n'a pas été le seul à comprendre ça. Voilà, on est déjà on est un peu plus d'un quart du championnat, un tiers du championnat et un quart des entraîneurs ont été limogés. Donc il fallait réagir très vite pour faire changer quelque chose, parce que comptablement il y a urgence. Et Michel Zakarian, tu demandais s'il y avait des idées, moi je les voyais pas en tout cas, à part dire en conférence de presse il faut être bon dans les duels, il faut marquer, il faut être présent. C'est pas, moi aussi je peux le faire, j'ai pas besoin d'avoir passé des diplômes et d'avoir été un joueur précédemment pour pouvoir dire ça. Donc je pense que le message était cassé, il a dû passer précédemment, parce que tu finis pas 11e de Ligue 1 avec personne sur le banc. Mais voilà, ça a duré un temps, et peut-être que ce discours est bien à court terme. Mais sur un projet plus long terme, c'était, en tout cas avec ces joueurs, je ne veux pas exonérer les joueurs, pour moi c'est pas 100% Zakarian l'erreur et 0% les joueurs. À mon avis, chacun sa part de responsabilité dans l'histoire, mais le plus fusible à faire sauter, c'est l'entraîneur. Tu vas pas virer les 25 joueurs, donc effectivement il faut tenter autre chose. Et après, évidemment, c'est mieux aussi pour lui, je pense, parce que je ne sais pas ce que tu en penses, mais dans ses conférences de presse, dans ses sorties, j'ai pas eu l'impression qu'il était de toute façon plus impliqué que ça pour aller accrocher le maintien avec Brest. Déjà, quand il est arrivé, c'était presque un choix par défaut pour lui. C'est un sentiment qui ressortait depuis les premiers matchs amicaux qu'il avait joué avec Brest. Voilà, il était là sans être vraiment là. Il a fait de son mieux, je pense. Je ne veux pas douter de son intégrité, de son professionnalisme sur la première partie de saison. En revanche, sur ce qu'on sait sur la deuxième saison, on ne peut pas dire qu'il y avait non plus une implication folle de sa part, notamment aux entraînements, avec plutôt un Yvan Bourgis au four et au moulin et un Michel Zakarian plutôt, on va dire, qui aurait été attentiste.
Voilà, je pense que c'est une très bonne chose qu'il ne soit plus là. Je suis persuadé qu'il retrouvera un club quelque part parce que ça peut certainement être un bon coach. Mais le timing m'interroge dans le sens où en fait, on le vire et ça fait presque 3 semaines qu'on l'a viré. Il n'y a rien qui arrive derrière. On a vu hier quelques noms qui sont sortis, on en reparlera. Mais ça semble pas avoir été anticipé plus que ça. Et donc voilà, je me demande si nous, on n'a pas vu des choses avant que les décideurs ne les voient. D'autant plus que Gérard Lecin a dit ça pouvait plus durer, etc. quelques jours après. Donc, si vraiment ça pouvait plus durer, pourquoi vous avez attendu autant de temps, quoi? Et pour faire un parallèle historique, c'est clairement pas à toi que je vais apprendre ça, mais généralement les régimes un peu, tu as utilisé le mot de terreur, mais ce genre de régime, c'est bien à court terme, mais à long terme, ça ne marche jamais. Voilà, surtout d'autant plus dans un sport où tu es censé apporter de la confiance d'abord à tes joueurs, à tes supporters. On n'y était pas du tout. Je vous conseille, non, je vous conseille pas, sauf si vous êtes solide mentalement, de regarder de Michel Derzakarian. Moi, j'en ai regardé quelques-unes. Heureusement que dans ma vie, ça va bien, parce que sinon, je me tire une balle. C'est vrai qu'en plus, le contraste avec les 2 entraîneurs précédents, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais ça, au moins, ça parlait foot, quoi. C'est ça, oui, parce que Dalloglio, j'avais des griefs contre lui parce que j'aimais pas forcément certains trucs. Surtout la deuxième partie de saison, il semblait plus du tout avoir la main sur le vestiaire et on perdait quasiment toutes les rencontres. Mais il y avait un discours, en tout cas, une volonté qu'il n'a pas réussi à mettre en place, à mon sens, à Brest, parce que pour d'autres raisons, peut-être humaines, ça collait pas avec certains. Et là encore, c'est pas entièrement de sa faute. Mais au moins, il y avait une volonté de créer quelque chose. À Montpellier, il s'est planté aussi. Je pense que c'est un entraîneur qui peut-être est fait pour certains types de clubs, peut-être des petits clubs, où Dijon, ça marchait bien. Et après, je ne veux pas dire qu'on est un club largement supérieur à Dijon, mais où après, ça ne collait pas. Mais je pense que le gars a une vision du foot. Une vision du foot qui peut être intéressante. C'est peut-être quelqu'un qui serait un très bon consultant aussi. Derzakarian, il ne faut pas l'inviter sur un plateau pour être consultant, quoi. Sinon, tu as un Eli Bob bis, quoi. C'est tout. C'est tout. D'ailleurs, pensez pour notre jingle. Oui, j'y pensais tout à l'heure quand tu m'as demandé si j'étais dispo pour le podcast à l'heure prévue. Et je lui ai dit, ah oui, c'est vrai, attends, on a quand même fait un podcast, il y a un jingle il y a un mois et on a mis Belaïli et Derzakarian dedans. Alors, voilà, et Achraf Darry qui, depuis le but contre Angers, ça va pas très très fort. Ouais, effectivement, après, ouais, clairement, je pense qu'il fallait bouger, de toute façon, puisque en fait, ce qui ressortait des dernières semaines, c'est qu'il n'y avait pas de progression. Donc, s'il n'y a ni progression au niveau du jeu, s'il n'y a ni progression au niveau des rencontres, si les joueurs, certains joueurs ne retrouvent pas, on va dire, leur niveau de jeu de ces derniers mois, on va dire, et notamment Franck Honora, même un Belkebla qui a perdu un peu de sa superbe, des joueurs comme ça, même en défensivement. Chardonnay, c'est plus le même mec que l'année dernière. Là, oui, il fallait changer, et je pense que ce qu'on voit depuis, tu parlais de sourire, clairement, on va dire que le management de 2022, ça passe plus par des sourires que une discipline à toute épreuve, quoi. Et on a aussi un entraîneur qui était quand même assez fragilisé par ses décisions, on va dire, estivales, de faire venir quelques joueurs et de vouloir garder quelques joueurs qui n'ont pas aussi apporté satisfaction jusque-là et qui sont même parfois partis déjà. Donc, tout à fait. Clairement pas à mettre à son avantage. C'est ces derniers mois ont été un échec total pour Michel Derzakarian et son staff. Sans oublier, bien sûr, la saison dernière où on était tous contents de pouvoir vivre une saison de plus en Ligue 1, au moins. Parce que rien n'est fini, bien sûr. Rien n'est fini. Non, rien n'est fini, mais je pense qu'il était urgent de changer. Parce que avant la trêve, c'était nécessaire. Avant la trêve, avant la Coupe du Monde. C'est vrai, et n'oublions pas qu'il y a une trêve cette année qui est extrêmement longue d'un mois, avec les joueurs qui vont avoir 15 jours de vacances après un stage, etc. C'est quasiment une deuxième saison qui va démarrer avec des rapports de force qui vont être complètement versés, des joueurs qui ont participé à la Coupe du Monde, des clubs qui ont eu quasiment tous leurs joueurs pour refaire une préparation. Et c'est peut-être pour ça aussi que ça traîne au Stade Brestois pour recruter un coach, c'est bien prendre quelqu'un qui va arriver et pouvoir refaire une prépa et prendre son groupe sur le
le mois de trêve. Il faut arriver, à mon sens, encore dans les clous après le match de 3, donc c'est-à-dire dans 3 journées. Il faut être au contact enfin même si on est relégable, mais toujours comme maintenant, au contact à 3-4 points du 12-13e pour encore se dire, bon, on est mal engagé, mais la saison n'est pas perdue. Si en revanche, tu es à 5-6 points du 16e déjà, ça va commencer à sentir le roussi. Alors que si tu es sur une dynamique un peu plus positive, si tu arrives sur les 3 matchs qui viennent à prendre, je sais pas, 5 points ou 6 points, ce serait déjà très bien. Tu attaques un peu tambour battant à la reprise et la confiance reviendra très certainement. Ouais, et puis la confiance amène la confiance. La victoire contre Clermont était nécessaire déjà pour prendre des points, mais aussi casser cette série de 8 matchs sans victoire. Ça commence à être long dans les têtes. Tu vois que tu descends en classement, tu arrives 20e, tu ne veux pas descendre plus bas. Donc là, c'était vraiment nécessaire de briser cette confiance et de retrouver un peu une sorte de sérénité. Là tu es 17e, comme tu dis, tu n'es pas lâché. C'est aussi... c'est plus sympa de travailler quand tu as quelque chose d'important à jouer à court terme. Et tu as des équipes à côté qui sont pas très bonnes non plus. Hein. Tu disais tout à l'heure, on se faisait des petits pronostics entre nous pour savoir qui on voyait descendre. Auxerre, Ajaccio, Angers qui sont derrière nous, pour moi, sont des équipes qui resteront derrière de toute façon. Je vois pas Auxerre, en plus après avoir viré Furlan. Qui devrait le rester. Qui devrait, bien sûr. Alors moi, si tout va bien, Brest est meilleur que ces équipes-là, quoi. Et tu as des équipes qui ont déjà pas mal de points. On pense à Clermont 3 notamment. Rien n'assure à ces équipes de maintenir le rythme et de ne pas se casser la figure non plus. On a vu l'année dernière, à certaines périodes, à cette partie de la saison, on était mal en points. On avait des équipes comme Clermont qui avaient très bien débuté et qui finalement terminent bien derrière nous. Une saison est longue. Il reste encore près de, c'est combien, je ne sais pas compter tellement, mais 26 matchs. Il y a de quoi prendre des points. Alors, je ne dis pas que ça va refaire la remontada de la saison dernière en finissant 11e, mais avec de la confiance, un coach qui vient avec un discours qui plaît aux joueurs et le fait de gommer ces lacunes défensives qui nous coûtent des points. Tu donneras peut-être la statistique que tu m'as donnée sur les XG négatives et en tout cas défensives. Si on arrive à gommer ces erreurs individuelles, peut-être qu'on peut accrocher une 16e, une 15e, 14e place en fin de saison, en juin prochain. Ouais, d'ailleurs, si on regarde les statistiques un peu avancées, Clermont est d'assez loin la moins bonne équipe du championnat. Donc je pense aussi que, alors peut-être pas toi, puisque tu n'as pas vu le match en intégralité, mais on l'a vu en grande partie contre Brest, et c'est quand même assez... on va dire que c'est bien d'avoir fait le boulot, entre guillemets, même si c'était pas gagné d'avance, dans l'état dans lequel les deux équipes étaient avant cette rencontre. Clermont était sur une série de 3 matchs sans défaite avec un nul accroché à Monaco, une victoire contre Auxerre, une victoire contre Ajaccio. Et Brest, on connaissait la série. Mais oui, quand on regarde les statistiques un peu avancées, Brest est dans les moins bonnes équipes du championnat. Mais défensivement, notamment, on est à 18 buts encaissés contre, on va dire, dans les statistiques avancées, dans les XGA, Expected Goals Against, par rapport à nos 26 encaissés. Donc on va dire qu'on encaisse plus de buts qu'on ne devrait. Alors je pense pas que ce soit la faute de Marco Bizot. Déjà il y a eu quelques pénaltys aussi. Ça n'aide pas les XGA. Mais on va dire qu'on prend des buts dans des situations qu'on ne devrait pas. Donc ça, ce sont des choses à corriger. Après, c'est aussi possible que ça ne le fasse pas et qu'on fasse des erreurs dramatiques individuelles tout au long de la saison, ce qui serait un gros problème. On a aussi des difficultés, mine de rien, offensivement. On a marqué 14 buts en 12 matchs, ça fait à peine plus d'un but par match. Mais on a marqué une ou deux fois sur penalty. On a souvent été en supériorité numérique. On n'a pas souvent profité de cette supériorité numérique-là pour faire quelque chose de bien. Je pense au match d'Auxerre notamment. Contre Ajaccio, c'est extrêmement... Strasbourg également. Strasbourg aussi, mais t'es en supériorité numérique, t'as raison. Et c'est un match qu'on peut, voire doit perdre presque. Contre Ajaccio, je disais tout à l'heure, pareil, on n'est pas en supériorité numérique, mais à 11 contre 11 à domicile contre une équipe d'une grande faiblesse, tu n'arrives même pas finalement à accrocher le point du nul, tu perds alors que tu domines de manière stérile. Là, le match à Clermont, tu marques 3 buts, dont 2 beaux buts, d'ailleurs. Le deuxième et le troisième sont vraiment des belles réalisations.
J'espère que ça va continuer sur cette dynamique-là, parce qu'on a des joueurs offensivement. Si on voit Franco Dora qui revient en forme, si un Romain Del Castillo parvient, et je croise les doigts, à ne plus se blesser, tu as des joueurs qui normalement sont censés être des joueurs de qualité. Islam Slimani, pour moi, fait pas un bon début de saison avec Brest. Je trouve qu'il est physiquement pas au point, mais il a montré dans sa carrière qu'il avait les capacités pour être un bon joueur de Ligue 1. Si tu as une attaque Honora, Del Castillo, Slimani, voilà, tu as quand même du matériel pour faire mieux que ce qu'on voit actuellement sur le terrain. Le Doiron qui peut aussi rentrer et montrer une certaine efficacité, qui monte depuis. Bon joueur de tête. Oui, c'est vrai. Et si lui, pareil, est bien servi par ses coéquipiers, puisque là, les quelques buts qu'il a marqués, il est quand même idéalement servi et il n'a plus qu'à marquer à catapulter le ballon au fond des filets. Donc, c'est quand même bien de voir déjà là, dans les premières 180 minutes qu'on a vu avec le nouveau trio d'entraîneurs, qu'on attaque un peu plus qu'à 3. Et effectivement, ça permet aussi de s'ouvrir un peu le champ des possibles. Et même le fait que le penalty soit obtenu par Jean-Kévin Duverne, ça veut dire que Jean-Kévin Duverne est monté jusqu'à dans la surface adverse. Chose qu'on voyait assez rarement avec l'ancien entraîneur. Donc, il y a des signes qui sont intéressants. Un replacement de Mathias Pereira dans la ligne des 2-8 avec la possibilité pour lui de proposer un peu dans la profondeur et d'amener un peu cette supériorité numérique dans la surface adverse, c'est plutôt pas mal aussi. On l'a vu contre Nantes, c'est lui qui fait la passe pour Fadiga. Donc il y a un peu plus de variété dans le jeu, un peu moins de longues passes le long de la liste de touche, un peu moins de longs ballons sur l'équipe, l'attaquant qui était très très esselé avec Michel Zazakarian. Donc voilà, c'est intéressant. Hâte de voir le match contre Reims. On retrouve un peu cette envie de revoir son club évoluer, ce qui n'était pas le cas ces dernières semaines. Vraiment, moi j'avais... Par exemple, le match contre Lorient, alors il y avait effectivement les événements extra-sportifs qui ont joué aussi, mais... Oui, c'était pur. J'ai pu y aller, j'ai pu m'y rendre parce que j'ai pu avoir une autre place pour ce match. Franchement, tu te dis pourquoi en fait, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire? Et là, c'était vraiment la quintessence du fait que c'était fini avec Michel Zazakarian. J'ai vu des joueurs, moi, franchement, j'ai vu Hugo Magnetti rentrer en fin de match et ne absolument pas faire le moindre effort pour rattraper le Lorientais qui partait au but. Je me suis dit, bon, là, les joueurs, ils sont à bout aussi, quoi, parce que Magnetti, c'est absolument pas dans son caractère de lâcher quoi que ce soit. Là, il n'était pas fatigué, il venait de rentrer. J'ai vu un Brendan Chardonnay extrêmement contrarié taper dans une sorte de truc qui est à côté du terrain en mousse, là, de rage. Pas le Yaourt Malo, j'espère. Non, pas le Yaourt Malo. Lui, il était en pleine forme. C'est bon. Mais voilà, il y avait vraiment quelque chose qui était cassé. Mais comment tu parles de Mathias Pereira là, pour moi, ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Son repositionnement très rapidement avec le nouveau Triumvirat sur le banc. Comment est-ce que Michel Zazakarian a pu s'entêter pendant des semaines et des semaines à le mettre sur un côté? On voyait bien que ça ne marchait pas. Alors ça, je crois que c'est un... Alors, je sais plus où je crois avoir lu ça, mais ça semblait pas être un joueur très très voulu par Zazakarian, et plutôt quelqu'un que Lorenzi suivait depuis plusieurs années. Ça, c'est ce qui est vrai, puisqu'on voulait avant qu'il ne signe à Angers, par exemple. Donc je suis pas sûr que Michel Zazakarian ait été très intéressé par Mathias Pereira. Par contre, quelqu'un comme Slimani, par exemple, est beaucoup mieux utilisé depuis 2 matchs qu'avec Zazakarian, et pourtant ça c'est Zazakarian qui le voulait. Enfin, c'est un joueur de ballon, Slimani, c'est pas un joueur qui va rester tout seul dans la surface et rester dans la même zone, on va dire. Il a quand même besoin de toucher le ballon, il n'est pas manchot avec ses pieds, même si tu l'as dit, il est quand même actuellement très très lourd, on va dire. Mais il a besoin de toucher le ballon, et là on le voit un peu davantage décrocher, un peu davantage faire des appels sur les côtés, même si ça, voilà, du moment que quelqu'un compense, on va dire, et que soit dans la surface quand lui ne l'est pas, il n'y a pas tellement de soucis, quoi. Donc voilà, effectivement il y a des joueurs qui ont été dont le rôle a changé, et c'est plutôt davantage cohérent. On a aussi un Lilian Brassier qui a fait plutôt un bon match contre Clermont, ce qui était... C'est pas un latéral, Brassier. Il y a des gens qui essayent de nous dire il est meilleur non, il n'est pas meilleur sur le côté. Il a fait un ou 2 bons matchs contre Montpellier l'année dernière, par exemple.
Mais quand il est dans l'axe, à gauche de l'axe, c'est quand même un peu mieux. À chaque fois, c'est ses meilleurs matchs. C'est vrai. Bah non, mais par exemple, alors Ironen, effectivement, il est encore blessé là, mais je pense qu'il est bien meilleur que Brassier quand il joue à gauche. Voilà, je pense que c'est un tout qui nous faisait dire qu'il était temps que ça change. Et du coup, puisque tu parles de changement, le changement c'est maintenant, mais pour qui changer? Alors déjà, est-ce qu'on peut définir un peu le profil que tu souhaiterais voir, toi Fanch? C'est toujours un moment important, la nomination d'un nouvel entraîneur, puisque, comme je te l'ai dit un peu avant de débuter ce podcast, selon moi, on va dire c'est un message que tu envoies à tes joueurs, à tes supporters, c'est on va dire la ligne directrice que ton club va prendre dans les mois à venir, dans les années à venir. Soit tu prends un pompier et tu sais, on va dire que tu ne feras pas plus qu'1 an et demi, on va dire, un peu à l'image de Derzakarian. Soit tu démarres un projet, soit tu démarres quelque chose de nouveau. Tu décides de prendre un entraîneur soit qui joue un style de jeu un peu plus pragmatique, soit tu essayes tu prends quelqu'un qui essaye d'avoir le ballon et d'imposer, on va dire, son style de jeu, qu'importe l'adversaire, sauf si tu joues évidemment contre Paris, où là tu vas peut-être pas partir un peu à l'abordage. Donc voilà, c'est un message. Toi, qu'est-ce que tu aimerais retrouver, on va dire, peut-être Je vais déjà te répondre sur ce que je ne veux pas. Parce que je pense qu'après, il y a plusieurs profils qui peuvent être intéressants, et ça ne doit pas être si simple que ça de choisir un entraîneur. Pour nous, c'est très facile d'en discuter, mais de faire le bon choix, c'est évidemment une autre paire de manches. Je ne veux pas d'un entraîneur recyclé Ligue 1 qui vient faire son 17e club français. Je ne veux pas d'un nouveau Michel Derzakarian, d'un nouveau Pascal Duprat, d'un nouveau je ne sais qui d'autre qui viendrait là, Frédéric Antonetti, qui a déjà eu sa chance à 43 reprises, qui fait 2 ans et se fait virer, sans que ses équipes puissent proposer quelque chose d'intéressant. Je pense que Brest doit... Alors, ces risques, il y a toujours en fait le souci, j'ai deux soucis. C'est d'une part, j'aimerais un coach qui s'inscrive dans la durée avec un projet. Alors, et naturellement, on va prendre, et ça fait mal de le dire, mais l'exemple lorientais qui fonctionne bien pour l'instant, le de Régis Lebris qui fonctionne bien avec un très très beau début de saison. Il faut voir ce que ça donne sur les semaines qui viennent, mais en tout cas, il y a une idée. Il y a une idée derrière de se séparer d'un entraîneur et de prendre quelqu'un du Sérail qui a des diplômes, qui a des réflexions sur le jeu, une réflexion sur la gestion humaine. Là, on a vu quelques noms sortir, donc Papus Camara de Paris, Habib Bey du Red Star et consultant Canal, et Laurent Huard de Saint-Etienne. Ouais, Ces 3 entraîneurs. Je vais te laisser finir, mais c'est vrai que quand tu parles d'Habib Bey, tu parles plus de son expérience sur Canal que son expérience sur le banc, quoi. C'est ça. Donc, après, le Red Star, il faut aussi dire que c'est quelque chose qui est assez peu médiatisé. Je sais que c'est un entraîneur un ancien joueur qui a très très envie d'être entraîneur. Il a fait je crois qu'il a passé tous ses diplômes en ce sens, qu'il a vraiment il a fait le vœu d'être un entraîneur. Il a commencé par le Red Star. Je crois qu'il est arrivé au Red Star un peu comme pompier d'ailleurs, hein. Il me semble il a remplacé quelqu'un qui s'était fait virer au pied levé. Depuis, il ne brille pas forcément avec ses résultats. Peu importe. Je ne vais pas te donner soit un profil, soit un nom aujourd'hui. Enfin, en tout cas, pas un nom, mais plutôt un profil dans quelqu'un qui... C'est facile à dire. On va avoir la rengaine habituelle, quelqu'un qui fait bien jouer son équipe, quelqu'un qui joue offensivement. Moi, avant de voir tout ça, je veux d'abord voir quelqu'un qui s'inscrive dans le projet du club et qui est vraiment un projet global, dans le sens où ça va intégrer aussi la formation et vraiment une nouvelle réflexion sur le sportif à Brest, parce que depuis Furlan qui a intégré très peu de jeunes, Dalloglio qui n'en a intégré quasiment aucun, et Derzakarian qui a intégré personne à part Camp-Blanc sur 3 minutes contre Lorient. Alors que pourtant on a, et tu es certainement mieux placé que moi pour en parler, de très bonnes équipes de jeunes, en tout cas en termes de résultats. Les jeunes du stade des U17 et U19 cartonnent depuis plusieurs saisons. On sent que la passerelle est extrêmement dure entre le niveau professionnel et le niveau jeune. Alors, je ne dis pas que c'est la faute de l'entraîneur si ça ne marche pas, mais peut-être avoir un entraîneur qui soit plus ouvert à tout ça. Après, je n'ai pas de profil en tête. Peut-être que Papus Camara, justement, lui-même entraîneur de jeunes au PSG, aurait ce profil-là d'entraîneur formateur. A-t-il le charisme, a-t-il l'expérience nécessaire? Je pense qu'il a vécu dans de grands vestiaires. Quand tu es
avec Ibra, Maxwell, Thiago Motta, tu apprends forcément, d'autant plus qu'il était extrêmement important dans ce vestiaire-là. Et puis il a été aussi adjoint de Tourelle et Emery peut-être Laurent Blanc et Thomas Tuchel. Laurent Blanc et d'accord. Deux entraîneurs qui sont quand même des entraîneurs de qualité, je pense surtout à Tourelle. Moi je les prends à Brest en tout cas. Oui, je prends. D'ailleurs, Thomas Tuchel n'a plus de club, je crois. Non, parce qu'après il n'a pas voulu Aston Villa. Parce que, après Brest, c'est pas Aston Villa. Ça, Brest, c'est pas Aston Villa. Peut-être que je t'ai entendu le dire et je suis d'accord avec toi. C'est peut-être qu'il veut de la qualité. Je sais pas, mais en tout cas, je vote pas plus à l'heure actuelle, puisque Laurent Huard, si vous allez me dire, il a effectivement occupé un poste auprès des jeunes, mais en termes d'expérience chez les pros, en tout cas en tant qu'entraîneur, il n'en a pas. Donc tu es plutôt de l'école, on va dire, Grégory Lorenzi plutôt que l'école Denis Le Saint. Ah bah clairement, si l'école Denis Le Saint, c'est nous ramener Gourvenec, qui peut-être réussirait sur une saison. Oui, mais ça, je m'en fiche, honnêtement. Mais franchement, je m'en fous. La compétence, elle n'a pas de frontières, à mon sens. C'est que tu m'amènes un entraîneur zimbabwéen ou un entraîneur argentin, un entraîneur, je sais pas. Et non, je m'en fiche. Honnêtement, je veux quelqu'un qui tienne un discours qui soit intelligible et qui mène son groupe, qui tienne son groupe et qui veuille faire quelque chose à Brest. Pas qui vienne comme Der Zakarian parce qu'il y a avec ça et que, bon, il va faire un an, de toute façon, il sera viré quoi qu'il arrive, il prendra son chèque et il partira. Je veux qu'on réagisse et qu'on travaille intelligemment à Brest. C'est ça que je veux. Ouais, puis là j'ai l'impression qu'on travaille un peu à l'allemande. Alors généralement les Allemands, ce qu'ils font quand ils virent un entraîneur. Alors le problème c'est que bon, les Allemands généralement, que ce soit l'entraîneur de la réserve, l'entraîneur des U19, il a déjà son diplôme, donc il peut entraîner un entraîneur, un club, on va dire professionnel, ce que malheureusement peu d'entraîneurs des réserves et des jeunes peuvent le faire en France, ce qui est regrettable, hein, mais c'est tellement difficile aussi. Tu as une dizaine de mecs qui ont leur BEPF tous les ans, dont Papus Camara l'année dernière avec Régis Lebris, c'était la même promotion. Et peut-être que Grégory Lorenzi a un peu appris de son passage éclair au Jan Regensburg, puisqu'il a, après avoir quitté l'équipe Brest, je crois qu'il a passé un an en Allemagne. Et c'est vrai que ça fait très allemand enfin, on va dire, de suivre cette idée de promouvoir un peu les entraîneurs jeunes, comme tu promouvois des jeunes joueurs, finalement. Il y a une certaine logique, hein, à un moment donné que tu donnes la chance à tes jeunes joueurs, il faut aussi donner la chance à tes jeunes entraîneurs. Tu ne vas pas non plus recycler. Le recyclage, c'est bien, mais pas pour les entraîneurs. À un moment donné, quand tu vois des Ligop qui ont fait le tour de l'ensemble des clubs français pour au final peut-être une ou deux, évidemment sur une fois ou deux ça fonctionne, mais les 10 autres fois ça ne fonctionne qu'à moitié. Il faut changer, il faut donner la chance à des entraîneurs qui ont des idées, peut-être pas nécessairement aussi qui sont passés par le monde professionnel, ou en tout cas en tant que joueur. Hein, des Régis Lebris, alors, il a joué professionnellement, mais c'était pas non plus des cadors. Il a joué à Rennes et à Lorient. Julien Stéphan, Francaise, voilà, on va dire les modèles de ce nouveau courant de pensée. On va dire que c'est ces trois entraîneurs-là, et aucun n'a vraiment joué professionnellement. Alors là, on parle de Camara. Bien sûr, jouer professionnellement, c'est pas non plus un motif de mauvaise réputation, hein. C'est pas parce que tu as joué au niveau professionnel que tout de suite tu deviendras un Jocelyn Gourvenec ou un Pascal Duprat, quoi. Mais clairement, il faut un nouveau vent de fraîcheur dans les entraîneurs français, et clairement ça va pas partir, ça va pas passer par des Lyon, des gros clubs, donc ça doit passer par des clubs un peu inférieurs comme Brest, et tu as parfaitement résumé la situation, et je pense qu'on est d'accord là-dessus. Il n'y aura pas vraiment de débat sur ce sujet, mais un entraîneur jeune, dynamique, qui offre un nouveau courant de pensée à un club et qui peut rester sur un projet, alors peut-être pas de plusieurs années, parce qu'évidemment s'il fait des bonnes performances, il y aura des clubs hiérarchiquement supérieurs qui viendront essayer de le shipper, et j'imagine que
c'est difficile aussi, comme quand tu es joueur, de rester insensible à ces sirènes quand tu es entraîneur. Mais il faut quand même avoir cette ambition d'aller chercher quelque chose de nouveau, ce goût du risque, hein, parce que c'est toujours quand même assez risqué. Mais est-ce qu'on a quelque chose à perdre de toute façon? Est-ce que si tu descends avec Zoumana Camara, est-ce que tu ne descendras pas avec Jocelyn Gourvenec? C'est ça. Et après, je pense que c'est plus facile de reconstruire un projet en Ligue 2. Il faut aussi penser à ça. Tu peux descendre, repartir avec un entraîneur qui se dit de toute façon, si je descends avec vous, je serai là l'année prochaine pour reconstruire. Tu ne sais pas si Gourvenec sera aussi impliqué s'il redescend en Ligue 2. C'est peut-être un entraîneur sachant qu'il a joué la Ligue des Champions l'année dernière, il a peut-être pas envie d'être en Ligue 2 dans 6 mois. Et c'est aussi possible que, justement, avec ce CV que Gourvenec demande plus d'argent. Oui. Qu'un entraîneur qui vivrait sa première expérience sur un banc de Ligue 1. Et imaginons qu'on descende, cet argent, il faudra aussi le payer en Ligue 2. Donc, c'est aussi intéressant de quelqu'un, d'avoir pourquoi pas de se faire signer peut-être quelqu'un pour un salaire un peu bas. Et si jamais tu te maintiens, tu boostes ce salaire par de 10 ou 15% par exemple, ou quelque chose comme ça, quoi. Mais je pense qu'on est tous les deux d'accord pour parler d'un entraîneur jeune, de voir du jeu. On va dire à Francis-le-Blé, on a une belle pelouse Mercis-Parfel qui mérite d'être utilisée à bon escient. On a aussi 2-3 joueurs qui méritent, on va dire, de jouer au foot et je sais pas, quelque chose d'enthousiasmant, quelque chose qui donne envie d'aller au match, quelque chose qui donne envie de regarder le Stade Brestois tous les jours, quelque chose qui donne envie aussi à des joueurs de venir à Brest. C'est comme ça aussi que le club progresse. Il faut aussi prendre des risques parfois pour progresser. Oui, j'espère que c'est pas trop tard pour réagir cette année. De toute façon, ça aurait été un petit peu compliqué de virer Eder Zakarian avant aussi, je pense, parce qu'on aurait peut-être parlé de précipitation et tout. Mais bon, là. Et je parlais tout à l'heure juste des jeunes. Je disais qu'à Lorient, on a vu certains jeunes, même dans d'autres clubs, pas mal de jeunes passer le cap entre les effectifs justement des U19 et intégrer l'équipe professionnelle. Est-ce qu'à Brest, on a des joueurs comme ça qui pourraient intégrer l'équipe pro, à ton avis, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas au cours de la saison, ou au contraire, tu comprends que ce soit difficile? Alors, pour rebondir sur ce que tu disais, donc on a ça fait deux saisons, enfin une saison et demie, que les U19 sont la meilleure équipe de leur groupe. On va dire, ils sont encore leaders pour l'instant cette saison devant Angers, devant Laval, devant Bordeaux, Nantes, Rennes, etc. Par contre, on a aussi très très peu d'internationaux et généralement, autant tu as une bonne équipe, c'est très bien, autant il faut quand même 2-3 individualités qui pourraient passer le cap. Évidemment, l'une des plus grosses promesse, c'est Simon Lebras. Alors, j'ai vu aucun match de U19, aucun match de U23 cette saison pour l'instant. Je ne sais pas trop ce que ça vaut, mais Simon Lebras, clairement, c'est en tout cas du point de vue technique, d'un point de vue compréhension du jeu, c'est quelqu'un qu'on peut imaginer voir à moyen terme, on va dire, intégrer l'équipe professionnelle. Il y a Josué Escarta qui est parti en prêt à Bastia. Est-ce que quand on voit... Alors, moi, je suis toujours pour laisser une chance à Achraf Dari et le laisser un peu plus s'intégrer que 2-3 mois dans un nouveau pays. Mais est-ce que Josué Escarta aurait pu aussi faire l'affaire en tant que 4e, 5e défenseur, même si c'est aussi bien qu'il joue à un niveau un peu plus élevé que la N3. Ça, c'est aussi une possibilité. Et tu as actuellement en U19, donc deux des meilleurs buteurs, je pense. J'arrête pas les statistiques exactes, mais on a 2 buteurs qui avoisinent déjà les 10 buts alors qu'ils n'ont joué que 10 matchs. On a Guillaume Leroux, qui est donc U19, donc U19 première année entre guillemets, et Léo Bott qui a le même âge, donc 2 joueurs nés en 2005, si je ne dis pas de bêtises, qui ont déjà joué en U19 l'année dernière, donc étaient surclassés, et qui écrasent vraiment le groupe U19 avec des statistiques, mais aussi vraiment des qualités en tant que joueur de football qui
qui interpelle, quoi, qui permet aussi d'espérer dans quelques années, pas immédiatement bien sûr, mais dans quelques années une intégration au club, à l'équipe professionnelle. Il y a eu beaucoup de recrues en N3 cette saison. Je pourrais pas vraiment te dire ce qu'elles valent. Il faudrait voir avec quelqu'un qui peut suivre la N3 un peu plus assidûment que moi. Mais en tout cas, au niveau U19, c'est tout ce que je peux te dire à ce niveau-là. On parle d'Abdou Thior en N3. Ouais, alors Abdou Thior, il a été beaucoup blessé en début de saison dernière. Moi, ce que j'avais pu en entendre dire par les joueurs, en fait, il jouait à Concarneau quand Concarneau jouait en U19 nationaux. Donc, il avait joué contre Brest notamment. Il avait aussi joué contre Laval et des échos que j'avais eu moi de l'entraîneur de Laval, que je connais un peu via les réseaux sociaux, il m'avait dit que c'était le meilleur joueur contre qui il avait joué au niveau U19. Donc il joue quand même contre des Bordeaux, contre des Nantes, contre des Angers, contre des Rennes tous les week-ends. Donc c'est quand même un compliment assez important. Et je vois qu'il a le brassard donc en N3 cette saison. De là, bon, alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui espèrent un contrat pour Thior. Alors évidemment, totalement pour un contrat pour Thior, s'il a le niveau, bien sûr. Parce que je ne pourrais pas te garantir à l'heure actuelle. D'accord. Mais cette idée en Allemagne, notamment, de promouvoir les entraîneurs jeunes réserves, ça permet aussi d'avoir des entraîneurs qui connaissent les joueurs de la réserve et des équipes jeunes. Donc ça facilite aussi cette passerelle parce que les entraîneurs réserves jeunes connaissent très très bien les qualités, les défauts de chacun, et ça leur permet aussi d'avoir une idée de ce que ça peut donner à l'échelon supérieur. Et par exemple en France, je pense pas qu'il y ait eu beaucoup de réunions entre Bruno Grougy et Michel Zakarian concernant Abdou Thior, par exemple. Oui, effectivement, j'ai un peu de mal à l'imaginer également. Même si lui a fait quelques entraînements avec les pros aussi, mais est-ce que c'est pas plus pour est-ce que tu as pas un milieu central à me passer, file-moi lui, quoi. D'accord. Comme Simon Lebras a pu faire des entraînements l'année dernière, comme Josué Escartin faisait des entraînements l'année dernière, comme voilà, quand des jeunes Antoine Carriou par exemple peut faire des entraînements ici et là, Loïc Massé dans les buts, voilà, c'est des choses qu'on peut voir, mais est-ce qu'il y avait vraiment des débriefs complets et précis sur les matchs et U19 et sur la situation du centre de formation? Ça, je peux pas dire non, mais je n'en suis pas sûr. D'accord. Tu as été complet. J'espère en tout cas. Mais il faudrait que j'aille davantage là sur cette... parce que là, il va y avoir en plus plus de championnats professionnels. Donc, les jeunes continuent? J'imagine que les jeunes continuent. Les jeunes continuent, tout à fait. Et par contre, en N3, ça ne va pas très très fort puisque Brest est avant-dernier. Sur ce, Fanche. Oui, bah écoute, c'est un podcast un petit peu autour de... C'est le mot-clé, c'est peut-être un peu l'incertitude en fait. On ne sait pas si on va se maintenir, on ne sait pas qui sera notre coach, on ne sait pas ce que la suite de la saison va donner, mais en tout cas, en fin octobre, on n'est pas mort. On est toujours dans le... enfin, on n'est pas loin d'être mort visiblement, mais on est toujours dans la partie. Et puis je pense que tu seras d'accord avec moi que les 3 matchs avant la trêve peuvent être déjà assez déterminants sur la suite de notre histoire et la suite de notre saison. Tout à fait. Je pense que nous sommes d'accord là-dessus. Mais ça donnait ainsi un côté un peu excitant à la fin de saison, voir ce que ça va donner. On arrive un peu à chaque match avec une attitude un peu curieuse, on a peur, mais à tout moment on peut être surpris agréablement. On passe un peu par toutes les émotions et au moins on a des émotions. Sur ce, on va se dire à dimanche, Fanche, peut-être, si les conditions météorologiques rejoignent notre motivation. C'est ça, tout à fait, si je suis toujours parmi vous. C'est vrai, si tu as un peu la même santé que ça reste toi actuellement. Non, mais ça ira. Au bord du précipice. On se voit dimanche, effectivement, pour cette déjà 13e journée de Ligue 1.